va finir donc cette journée par le deuxième symposium de l'AOSPAGN sur le spondylocisme, cette fois-ci dégénératif, avec comme modérateur M. Pascal Mousselard, Cyril Dozac et Bertrand de Bonneau, alias Jean-François Le Peintre. Alors, on a dit déjà beaucoup de choses. Bertrand, tout à l'heure, a déjà bien abordé le sujet. On a vu beaucoup de choses. Nous, on va revenir aujourd'hui tout de suite sur un cas, donc voilà, notre pratique quotidienne quand on est installé. Ce matin, on a vu beaucoup de cas de complications, beaucoup de cas complexes. Heureusement, je vais rassurer les jeunes qui vont s'installer. Il y a quand même de la chirurgie qui marche très bien, avec des très bons résultats et pas toujours des complications. Alors, voilà, on m'a demandé de faire la technique open parce que c'est vrai que nous, on est resté relativement classique. Contre quelques critiques qu'on peut nous avoir, mais vous êtes un peu vieux, un peu machin, etc. On n'est pas si réfractaire que ça, bien sûr, aux nouvelles technologies. Mais en regardant notre expérience, on n'a quand même pas l'impression de faire quelque chose de très obsolète. Et je voudrais qu'après ce topo, vous n'ayez pas toujours en tête que ce soit complètement démodé ou inadapté. On a vu, on a des objectifs à tenir, on va avoir les moyens, mais la technique open peut tout à fait répondre à tout ça. Alors, on va voir ensemble l'éternel débat, open versus mini-invasif. Je pense qu'on n'y répondra pas encore aujourd'hui. Et puis, je vais vous montrer en pratique notre raisonnement de base. On va revenir un peu à la base parce que parfois, c'est quand même intéressant et utile. On va voir les progrès qu'on a fait ces dernières années et on essaiera de conclure. Donc voilà, on l'a déjà dit, la littérature, beaucoup d'articles, des articles qui comparent un peu les techniques, mais finalement, les conclusions, on l'a déjà dit tout à l'heure, sont jamais très formelles entre il y a une technique qui est meilleure que l'autre. On a une petite tendance au mini-invasif pour les résultats très court terme, mais finalement, à moyen long terme, c'est strictement identique. Donc, voilà, quand on se place du côté des chirurgiens mini-invasifs à tout prix, c'est grande incision, grand chirurgien, des trucs très délabrants, etc. C'est pas vraiment ça le débat, il faut pas en rester là. De même que nous, quand on se place du côté des techniques mini-open, on est plutôt du genre, on n'a pas besoin de tout cet arsenal pour travailler, mettre 4 vis, c'est pas compliqué, etc. Il ne faut pas être aussi réducteur et on n'est quand même pas aussi obtus, je pense, ni dans un camp ni dans l'autre. Donc voilà, on va juste regarder un cas très simple, enfin un cas classique, on va dire, et on va revenir à la base, je vais vous montrer comment nous, on travaille, quoi. Donc voilà, un cas classique, 72 ans, très bon état général, sciatique droite qui s'aggrave rapidement, marche mal, de béquilles, des infiltrations peu efficaces, à l'examen clinique, trajet sciatique typique, un homme d'une assez grande corpulence, des sciatiques uniquement à droite, au repos comme à la marche, un déficit moteur qui commence à être significatif, pas d'autres anomalies particulières. Donc à l'imagerie, une IRM, on voit qu'il y a vous voyez sur les coupes axiales qu'il y a une image de kyste articulaire qui obstrue complètement le canal, une décoaptation des articulaires qui signe le spondylolisthesis, une arthrose étagée et une compression radiculaire qui est essentiellement à l'étage L4-L5. Donc voilà, des clichés dynamiques qui peuvent objectiver une petite instabilité, comme quasiment la plupart des cas des kystes articulaires. Donc voilà, alors quel va être notre objectif? C'est de soulager le patient, il y a une instabilité et il faut libérer. Donc en pratique, parce que souvent on s'est rendu compte quand on voit avec les internes, etc., il y a certaines notions qui paraissent de base mais qui sont des fois pas toujours acquises rapidement. Et notamment, quelle lame enlever pour aller voir le nerf L5 par exemple? Est-ce qu'il faut enlever L5, la lame de L5, la lame de L4? Quel massif? Quoi faire? Donc voilà, juste pour rappel, quand on veut aller chercher la racine L5, les trajets des racines, il faut toujours les avoir en tête, parce que même parfois, sur le champ, on peut confondre un peu ou L4 ou L5. Et ça, des fois, il faut savoir revenir à la base. Et sur une radio de face, c'est assez simple. Et souvent, on nous faisait faire, nous, quand on était interne, et on l'a fait faire à nos internes, savoir exactement où aller chercher le nerf et comment on va faire. Bon. J'ai été obligé de mettre une petite règle pour montrer que le open n'est pas toujours du maxi-invasif. Voie d'abord classique, des écarteurs assez sophistiqués. Et donc voilà, pour aller libérer, il faut savoir où est-ce qu'il y a la compression et qu'est-ce qu'on va retirer. Donc
Le principe, c'est déjà, on commence par une laminectomie, au minimum du bord inférieur de la lame. La lame de L4, dans la plupart des cas, suffit. Donc, laminectomie, décompression centrale. Et ensuite, le temps important, c'est le temps latéral, qu'on a l'habitude de faire au ciseau à frapper, qui peut se faire à la pince Kerrison. Nous, on a l'habitude d'essayer de respecter le plus possible quand même la continuité osseuse des isthmes. On ne fait pas d'arthrectomie plus conséquente que de nécessaire, de façon à garder une certaine stabilité, ce qui améliore très probablement la fusion ensuite par la suite. Donc on fait une décompression latérale, et c'est ce geste qui va permettre de bien libérer et contrôler la racine. Bon, là, ça passe pas très bien. Voilà, une fois l'exérèse du kiss qu'on voit dans la pince à gauche, la racine est libre, rien de spécial. D'autres cas, donc ce cas, il a été fait en open, il pourrait être fait en mini-invasif de façon très facile. Un autre cas, plus classique, plus fréquent, et là j'aurai quelques questions après éventuellement sur la stratégie de mes collègues qui font en mini-invasif. Des cas de spondylo, la personne plus âgée, un spondylo 4-5 plutôt instable, une arthrose étagée et des compressions à plusieurs étages. Et un étage d'instabilité. Donc, nous, dans des cas comme ça, qui sont finalement presque les plus fréquents, grosso modo, notre raisonnement, c'est on libère tous les étages de façon bilatérale, même s'il y a une radicalgie que d'un côté, qu'on n'explique pas toujours d'ailleurs pourquoi ça prédomine à droite ou à gauche. Mais on fait une libération de tous les étages bilatérale et on fait une arthrodèse s'il y a une instabilité de l'étage. Donc c'est un raisonnement assez simple mais qu'on fait à chaque fois. Donc après on verra peut-être avec Bertrand, eux, comment ils gèrent le truc, parce que j'ai l'impression que par voie mini-invasive, d'aller libérer plusieurs étages, pas toujours simple. Ensuite, cage ou pas cage. Nous, la cage n'est pas du tout systématique. Elle ne fait pas partie de la technique, elle ne fait pas partie dans notre expérience, on a moins de 50% de nos arthrodèses postérieures qui sont accompagnées d'une cage. On les fait s'il y a un geste discal, s'il y a une discopathie inflammatoire importante, ou des discopathies asymétriques. Mais sinon, on fait de la classique arthrodèse postérolatérale. Et finalement, les progrès, parce que vous avez vu, je ne vous ai pas montré des trucs révolutionnaires, mais et alors, tout à l'heure, Stéphane nous a fait un petit historique des progrès techniques, chirurgicaux, etc. Mais il y a quand même des progrès qui sont dans la prise en charge du patient et qui ne sont pas uniquement dépendants des progrès matériels ou quoi. C'est également les progrès anesthésiques et les progrès, la RAC, l'application du patient au centre du traitement, tous les contrôles péropératoires de saignement, de prise en charge de la douleur qui font que les durées de séjour diminuent. Mais ça, ce n'est qu'une conséquence. Le vrai résultat, c'est dans l'amélioration. Il y a moins de pertes sanguines, moins de consommation de morphine, moins de complications, mobilisation précoce. Et finalement, je pense que grâce aux progrès qui sont annexes à la chirurgie, mais qui vont ensemble, nos courbes tendent à se rapprocher entre mini-open et mini-invasif, car les patients finalement ont des résultats maintenant précoces très rapidement bons. Donc, voilà. Je pense que ce n'est pas une technique qui est obsolète. On libère tous les étages qui sont sténosés. On stabilise les instabilités. On prend en compte l'équilibre sagittal quand on voit qu'il y a des problèmes éventuels, alors notamment quand il y a plusieurs spondylos, en général, c'est qu'il y a un problème sous-jacent d'équilibre global. Et on ne met pas en place de cage de façon systématique. Voilà, merci. Ok. Je reprends la parole. Bien, en fait, j'aurais pu faire ton topo. Au point qu'hier matin, j'ai opéré un kyste, le même patient, à la différence de toi, j'ai fait pareil, et j'ai fait une brèche. Mais sinon, c'est vrai que c'est très adhérent quand même, il faut le reconnaître. Il y a une fusion carrément avec la membrane externe de la durmère. Alors, option mini-invasive.
C'est des débats sans fin, la prise en charge des spondylolisthésies dégénératifs. Je ne sais pas combien, j'ai pas regardé dans PubMed, mais c'est vraiment des centaines d'articles, encore plus que pour les spondylolytiques. Ça correspond aussi à la pyramide d'âge que nous vivons tous dans cette gériatrie chirurgicale. Pour vous montrer Medicare, un papier il y a quelques années, c'est les études des assurances américaines, 95 000 patients, hein, des belles séries. Et vous voyez que la chirurgie représente que 22%, alors avec bien sûr toutes les réserves qu'il peut y avoir dans la prise en charge chirurgicale aux États-Unis. Plus récemment, vous savez que c'est difficile de parler de chirurgie dégénérative du rachis sans évoquer les multiples avatars de l'étude SPORT. Et eux, ils avaient donc fait une des sous-études qui était consacrée au sténose lombaire, en particulier par l'isthésis dégénératif. Bien, il y avait une grande variabilité de la prise en charge, décompression seule, fusion non instrumentée, c'est fusion postérolatérale mais avec vraiment des greffes osseuses, et puis 71% avec fusion avec implant. Ils notaient d'ailleurs dans leur série de presque de 400 patients qu'il y avait 22% de reprise dans les 8 ans. Il y a des guidelines en chirurgie dégénérative, encore une fois, mais d'abord, à droite, une fois qu'il y a des guidelines, les chirurgiens ne les suivent pas. Hein. Bon, ça c'est un très beau papier de JAMA qu'on lira à la fois, il a une grande valeur scientifique, en plus il est très drôle à lire. Mais globalement, il y a quand même les guidelines les plus récents qui concernent spécifiquement les listhésies dégénératives. C'est les guidelines de la NAS, hein, qui ont été publiés il y a 6 ans dans The Spine Journal. J'y ferai un peu allusion dans les quelques diapos qui vont venir. Je vais être un peu plus court que dans le topo précédent. Juste, je montais souvent cette diapo-là, qui est une de mes préférées. Qu'est-ce que font les chirurgiens quand il n'y a pas beaucoup de preuves dans la littérature ? Déjà, parce que ça marche quand c'est moi qui le fais, ou parce que c'est mon patron qui m'a dit de faire ça. Et ça, c'est assez intéressant. C'est notre façon de résoudre les problèmes quand, d'abord, il n'y a pas des preuves de très haut niveau, ou tout simplement, on ne se fie pas à ce qui est publié dans les grosses publications. Alors, de temps en temps, très rarement dans notre métier, on est comme ce Saint-François d'Assise, un tableau de Bellini qui est à la Frick Collection, si vous connaissez ce musée, qui est un des plus beaux musées du monde sur la 5e avenue. C'est un des plus beaux tableaux qui existent. Et Saint-François d'Assise, de temps en temps, il reçoit une révélation et paf, alors ça c'est tombé le mois dernier, hein, vous l'avez peut-être lu ce papier-là. Et ça, c'est quand même une étude. Bon, alors on peut la critiquer, effectivement. Parce qu'il y a un suivi qui a 2 ans, mais il y a quand même une étude dans New England. Alors, New England, ils ont un grand amour pour les listhésis dégénératifs. Hein. Tous les 5 ou 6 ans, ils font un gros papier sur ce papier. Je ne sais pas pourquoi, un peu sur les sciatiques parfois, mais les hernies discales, mais vraiment, ils adorent les listhésis dégénératifs. Et dans cette étude, effectivement, ils montrent que la décompression seule n'est pas inférieure à la décompression instrumentée sur une période de 2 ans. Et ça, ça sorti le mois dernier. Alors, il y a quelques biais, mais c'est comme une étude qui est assez bien faite, avec aussi la séparation entre intention to treat et puis traiter vraiment. Saint-François d'Assise, s'il avait un abonnement à New England, il a pu voir qu'il y a, en 2016, pour certains, vous étiez peut-être encore un peu jeune, mais moi, honnêtement, le papier de Peter Forst, qui est un chirurgien suédois, qui a été publié. Alors ces 2 papiers-là, celui de l'américain et le papier suédois, ont été publiés dans le même numéro de New England pendant l'été 2016, en fait. Et moi, le papier de Peter Forst, hein, qui montre qu'il n'y a pas de différence entre l'instrumentation et la décompression pour une population de listhésis dégénératif, c'est un des rares papiers qui a changé ma pratique, quasiment du jour au lendemain. J'ai beaucoup arrêté d'instrumenter toute une série de patients, je vais y revenir un peu après. Et rares sont, en tout cas dans ma pratique, ça n'engage que moi, hein, des publications qui ont changé ma pratique. Bon alors, si on va être vraiment mini-invasif, on n'a qu'à pas opérer les gens. Hein. On ne peut pas être plus mini-invasif que ça. Ça, c'est pas très invasif de ne pas opérer les gens. Et il y a une place pour les traitements non opératifs dans la littérature. Alors, limiter l'activité porteuse de risque des gens, traitement anti-inflammatoire, thérapie physique, etc., etc. Et il y a des séries assez importantes dans JNS, dans Spine, de patients non opérés. Dans Sport, il y a un bras de patients non opérés, et qui montre que la progression du listhésis anatomique sur les radios est non corrélée à la progression des symptômes. Et globalement, ça peut être une première étape, déjà de ne pas traiter les gens lorsque le listhésis est pas très important, qu'il n'y a pas de signe neurologique, et il y a 3/4 des patients qui, sans déficit neurologique qui sont restés sans symptomatologie ajoutée à 10 ans dans ces bras non opératoires. Donc, mais tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué, je pense que c'est Henri. Moi, ça m'horripilait quand j'avais fait partie du groupe d'experts à la HAS pour la chirurgie des lombalgiques, de voir les méthodologistes de la HAS qui étaient quand même très, très, très idéologiquement marqués, qui disaient, bah voilà, il y a une équivalence entre un bon traitement de rééducation fonctionnelle et la chirurgie. Mais les patients, ils n'ont pas le choix. Ils viennent nous voir la plupart du temps. Alors, pas toujours. Hein. Moi, je m'étais intéressé au recrutement. On a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils en mal depuis 15 jours. Mais globalement, c'est quand même des patients qui ont fait un bon cycle thérapeutique qui viennent vous voir. Et donc, dans ces cas-là, on ne va pas leur dire « Ok, retourne voir le rééducateur fonctionnel ». Ils l'ont vu pour beaucoup d'entre eux.
Donc, si on passe à un peu moins mini-invasif que l'abstention thérapeutique, il y a la décompression pure, et il y a quand même un maximum d'arguments actuellement qui arrivent, et c'est pas dans des petites revues, pour ne pas instrumenter tous les patients. Les recommandations actuelles de la NAS, qui s'appuient sur des études prospectives randomisées de haut niveau, dont la dernière qui vient de sortir le mois dernier, mais celle-là de Peter Forst a fait beaucoup publier, y compris dans la presse mainstream, puisqu'on a vu apparaître des photos de cercueils avec marqué LIF, et puis en disant RIP Lombard Fusion. Eh bien, c'est une bonne option, la décompression pure, pour des patients qui ont un spondylolisthesie dégénératif, après essai de traitement conservateur, et essentiellement pour des listhésies de bas grade avec une sténose centrale symptomatique. Ça, c'est mini-invasif, avant même de parler de vis ou d'écarteurs tubulaires. Et bon, alors plein de séries ont montré un taux de progression, mais qui nécessite une éventuelle chirurgie à distance. C'est d'ailleurs dit dans les biais de cette étude de New England. Mais la décompression vertébrale est une option non négligeable. Et vous la retrouverez dans ce papier donc, de cet été, le papier 2021. Et puis dans cette grosse méta-analyse qui est aussi assez récente, qui conclut exactement la même chose, que l'efficacité globale de la décompression combinée à la fusion n'est pas supérieure à la décompression pure. Et moi, j'avoue que maintenant, par exemple, un des pompiers on en parlait tout à l'heure avec Pierre, un des papiers qu'on a vu tout à l'heure, on aurait juste fait une décompression sans le fusionner. Je crois que c'est dans les cas d'Henri. Si on peut faire ce recalibrage de façon mini-invasive, ça c'est aussi une question d'acrobatie chirurgicale si on a envie, en faisant un truc over the top, en modifiant un peu le bras autostatique, sous microscope, ou avec une loupe, ou avec une lumière froide. On peut arriver, vous voyez tout à l'heure, tu posais la question de savoir, on peut faire quand même pas mal de niveaux, avec un quadrant bien organisé, bien positionné, et ensuite modifier un peu le quadrant pour passer sous l'épineuse. Alors il y a certaines fraises qui sont équipées d'une protection pour ne pas se payer la dure-mère et fraiser que d'un côté avec juste une partie de la fraise qui est dévoilée. Ça c'est une question d'équipement, mais on peut arriver à faire un travail toujours dans l'idée théorique de préserver la musculature contralatérale et de ne pas désinsérer les muscles des épineuses. Bon, ok. Ça, vous voyez, on peut arriver quand même à avoir un résultat qui est à peu près correct en commençant de façon molatérale, puis ensuite en modifiant l'obliquité de son écarteur pour aller travailler de l'autre côté. Encore une fois, on montre des centimètres de cicatrices, on s'en fout de la peau, quoi. C'est les muscles qui nous intéressent, quoi. Toujours, on s'en fout de la cicatrice à grande petite. C'est le respect des muscles, c'est ça, la chirurgie mini-invasive, c'est pas de faire une cicatrice de 2 cm. Et ça, c'est une photo de Jean Destando. Alors lui, il fait ça avec son bignou, là, mais globalement, il arrive quand même à obtenir, avec sa fraise et son endoscope, mais ça peut se faire parfaitement avec un écarteur tubulaire, des résultats, une décompression. Vous voyez, dans ce canal, il est quasiment fermé. En chirurgie mini-invasive, il obtient une décompression en post-opératoire, où on voit très bien les émergences radiculaires de façon bilatérale. Donc il y a une confluence des résultats pour ces papiers. Il y a plusieurs papiers de décompression mixte avec des sous-groupes de patients qui sont intéressants. J'y reviens, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Les vieux marchent bien. Et puis les obèses, c'est une bonne indication. Hein. Quand on commence à faire un peu de chirurgie avec des écarteurs tubulaires, pour les obèses, c'est vraiment pas mal, même pour une simple hernie discale. Contrôle des douleurs à court et long terme, infection très peu importante. Et puis, malheureusement, ou heureusement, nette nécessité d'une courbe d'apprentissage. Pour la fusion, et vous voyez que je ne vais pas beaucoup parler de MIS, il y a quand même des arguments. Il y a des preuves quand même qui apparaissent. Ça, c'était il y a 10 ans. Weinstein, c'est pareil. C'est toutes des équipes qui sont difficiles à ignorer quand on s'intéresse à la chirurgie du rachis. Ils avaient montré d'abord la supériorité d'une fusion par rapport à l'abstention pour les listhésies dégénératifs. Et puis, plus récemment, en 2016, dans la même version de New England que Peter Forst, il y avait Goga Wallace, une équipe américaine, qui montrait quand même qu'ils avaient des meilleurs résultats à long terme que la décompression seule, mais au prix d'une morbidité un peu plus élevée et d'une DMS plus longue, à 2 ans. Peter Forst, il montrait que ce n'était pas à 2 ans, il y a 5 ans, il montrait que c'était à 5 ans, la décompression seule. C'est quand même déjà un papier qui a quand même plus de valeur. Mais total, les guidelines de la NAS, une chose importante, on en parlait tout à l'heure, actuellement, pas d'argument dans aucun papier de la littérature pour recommander ou non l'utilisation d'un œuf de réduction associé à la fusion. Donc on décomprime, on fusionne, et point barre. Pas la peine de chercher à obtenir des radios, l'ego des radios bien corrigées. Pour une cage intersomatique, actuellement, il n'y a aucun argument pour recommander ou non une fusion intersomatique. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est rarissime que je mette une cage, voire même ça n'arrive plus quasiment. Donc en fait, si c'est pour toujours parler de moi, depuis 5 ans, je fais beaucoup plus de décompression par rapport à avant et je ne mets plus jamais de cage. Ça a été mon évolution en vieillissant, tu vois.
Ouais, parce que si j'invitais ici Pascal Sabatier des Cèdres, il dirait que lui, il met des caches de plus en plus chez les vieux et il met de plus en plus de vis, mais lui, c'est un fan du titane. Et puis voilà, et puis c'est difficile de ne pas parler de Vincent Chalier et de ce papier français dans Spine quand même, c'était sa thèse et il l'a publié avec l'équipe de Bordeaux. Un essai randomisé, c'est quand même un papier de grande valeur, pas de différence en termes de douleur et d'incapacité fonctionnelle entre une pure instrumentation par vis et une 360 degrés. Donc ça conforme encore l'idée que chez des patients bien sélectionnés, 4 vis de tige et une bonne décompression, ça donne un bon résultat. Voilà, j'en profite pour faut dire que je me rappelle avec douleur de cette session de la JCR à Bordeaux, où je ne sais pas ce qu'il avait consommé, mais en tout cas, j'ai essayé de récupérer le topo qui était parti. J'avais fait des diapos pour 5 minutes et on a fait 20 minutes de grands chaliers en liberté. C'était un grand moment. Pour les techniques Miss, évidemment, on a des guidelines qui sont assez contradictoires pour savoir si les techniques Miss Open donnent de meilleurs résultats. De plus en plus de preuves montrent qu'il y a des techniques Miss qui peuvent avoir quelques avantages à long terme, alors que encore récemment, les papiers qui s'intéressaient aux spondylolisthésies dégénératifs montraient que l'intérêt c'était moins de saignements, sortie plus tôt, moins de consommation d'opioïdes et puis moins de douleur dans les premières semaines, alors qu'on commence à voir apparaître quelques papiers, dont celui-là qui est dans JNS il y a quelques mois, qui montre qu'il y a même les résultats fonctionnels à 2 ans sont un peu meilleure qualité. Mais c'est des preuves qui ne sont pas dans des grands papiers. Globalement, on a quand même des résultats au niveau PROMS et puis au niveau résultats radiologiques qui sont à peu près franchement comparables. Je ne suis pas un immense fan du MIS, c'est pour ça que je ne sais pas ce que Jean-François aurait dit, mais moi, tu vois, j'ai fait ces diapos hier soir quand j'ai appris que c'était moi. Donc, en pratique, la méthode optimale, elle est mal établie. Moi, je crois qu'encore une fois, je vous redis ce que je vous ai dit X fois, c'est un désespoir d'être le chirurgien d'une seule chirurgie, tu vois. Et donc, il faut savoir s'adapter aux patients. Les preuves sont modérées, mais quand même très incitatives à une décompression seule et de reconsidérer les patients au lieu, sous prétexte de voir qu'on a une vertèbre décalée, de penser tout de suite titane. En tout particulier pour les faibles grades. La fusion est éventuellement mieux adaptée à un sous-ensemble de patients qui présentent un glissement de grade un peu plus important, mais sans aucune preuve pour qu'il y ait une fusion intercorporéale. Les techniques MIS sont assez intéressantes quand même pour le respect musculaire et la ligne médiane, en particulier pour les décompressions, mais il y a une courbe d'apprentissage non négligeable. Et puis, pas d'éléments pour la réduction, c'est un petit peu l'overview de la littérature. Difficile également de conclure sans faire une petite allusion à la proposition de classification de la SFCR avec certains que vous connaissez bien et puis que Olivier avait prôné, et une classification qui, parce qu'on est français, et, bien sûr se base sur des paramètres sagittaux avec des propositions thérapeutiques en fonction justement de l'analyse des grands clichés ou des hausses, actuellement publiées sans doute il n'y a pas très longtemps, donc pas encore beaucoup reprises dans la littérature, il faut être honnête, et en tout cas, en ce qui me concerne, pas beaucoup reprises dans ma pratique. Juste voilà, vous connaissez bien cette expression anglaise, c'est toujours pour revenir sur l'idée que c'est horrible de faire qu'une seule intervention, la même à tout le monde, quoi. Je vois un disque noir, je lui fais une plif. J'ai une récidive hernie discale, je fais une plif. J'ai un spondylolisthésis dégénératif, je fais une plif. J'ai un spondylolisthesis, je fais une plif. C'est un désespoir intellectuel. La clinique des Cèdres, que j'ai adoré et que j'adore toujours, où j'ai travaillé, j'avais repris ces dossiers-là. On était 5 chirurgiens à l'époque, maintenant ils sont 6. C'est pour vous dire, par exemple, la décompression en bleu foncé, c'est pour le même casuistique, la répartition des actes de fusion antérieure. Il y en a un qui n'en fait jamais, déjà, par exemple. Et puis il y en a un qui fait 80% de décompression pour tout, et l'autre qui en fait 20%. Celui-là, peut-être. Il aime beaucoup le titane, mais celui-là, je pense qu'il a très confiance dans la solidité des vertèbres, quoi. Et cette espèce de confrontation à l'hétérogénéité face à une même casuistique, c'est à la fois fascinant intellectuellement, mais c'est un vrai désespoir pour nos patients. Parce que quand même, les papiers ne sont pas de très haut niveau, mais ils arrivent quand même. De temps en temps, on a, comme Saint-François, on voit un papier dans New England, mais globalement, on a quand même des éléments qui nous permettent de réfléchir. Et proposer des choses aussi diverses pour des mêmes pathologies, c'est quand même ça doit beaucoup nous interroger en tant que praticiens. Justement, pour finir, j'ai 2 conclusions de 2 papiers qui parlent des propositions thérapeutiques pour les listhésis dégénératifs. Un papier dans European, une revue systématique de bon niveau. Donc ajouter de la fusion à la décompression n'amène pas à des meilleurs résultats. Donc une décompression sans fusion n'est pas indiquée en cas d'hypermobilité. L'instrumentation et l'attitude de référence. Donc la décompression sans fusion concomitante est associée à plus de complications comparées à la décompression
toute seule. Et puis la décompression toute seule est à préférer chez les patients avec des low grades. Et là, effectivement, on part sur une instrumentation qui est l'attitude de référence avec bien sûr une petite focalisation sur les paramètres sagittaux puisqu'on est des Français. Donc vous voyez, sur le même sujet, une vision complètement différente et des recommandations finales qui sont des take home messages qui sont complètement différents. Donc moi, des take home messages, je vous l'ai déjà dit de diapo à l'avance. Voilà. Merci beaucoup. C'est passionnant de voir ça. Et on a l'impression quand même qu'on arrive à au moins un consensus, c'est que dans cette salle, on a plus un problème d'indication qu'un problème de technique. Si je puis me permettre, je ne l'ai pas mis, je voulais la mettre, mais je l'ai tellement mis que j'avais l'impression que vous pouvez plus supporter. Il y a un travail merveilleux si vous faites ça sur PubMed. En plus, je crois qu'il est en open access d'un type qui s'appelle Andrade. Dans The Spine Journal, c'était il y a quelques années. Il a pris toutes les RCT sur 20 ans de chirurgie du rachis. C'est un mec du Texas. Et il a fait 2 périodes de 10 ans. 90% des RCT, des études prospectives randomisées qui s'occupent de chirurgie du rachis, sont sur des problèmes techniques et 10% sur des problèmes d'indication. Et entre deux périodes de 90-2000 et de 2000-2010, c'est exactement la même constatation. C'est-à-dire qu'on on se fascine pour savoir s'il faut prendre des écarteurs tubulaires ou s'il faut mettre des vis. Enfin, mais par contre, qui et quand il faut opérer les gens, ça ne nous intéresse pas parce que c'est difficile, parce que ça nous confronte aussi à des choses compliquées et que les études prospectives randomisées elles sont longues et chères et que l'industrie joue dedans. On est très intéressé à la technique et sur les indications, ça reste le défi de la jeune génération, je crois. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est... Oui, non, mais je crois Andrade. que c'est un papier génial, moi je le mets dans toutes mes diapos d'habitude. C'est exactement ce qui ressort de vos deux exposés. Après, on peut faire une petite aparté quand même sur... on a l'impression quand même qu'il y a une longue tradition suédoise depuis Nackemson à opérer, puis après expliquer que ça sert à rien et qu'on est des méchants qui apprenons des techniques pour martyriser, parce que c'est quand même une tradition suédoise de nous sortir des grandes séries où on explique que ce qu'on a fait pendant 20 ans, ça servait à rien. En plus, c'est facile parce qu'ils ont fait un registre qui marche. Ben voilà. Après, le problème, c'est les indications. Donc, ça m'intéresse assez parce que tu montrais la classification d'Olivier Gilles. Qui fait des EOS systématiques sur les spondylodégénératifs? Parce que toi, tu disais c'est juste quand ils sont à plusieurs étages. Oui, mais... plusieurs étages, ou alors, si d'emblée sur radio standard, on a un spondylo qui semble à grand déplacement ou très en syphose, comme ça arrive, mais c'est très rare dans le dégénératif. Nous, on fait un télérachis, pas un EOS, un télérachis, et puis on va un peu plus loin. Et dans la salle, qui fait un EOS systématique? Et donc pas si nombreux que ça. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est une pathologie locale. C'est ça? Non, pas forcément. Mais comme on en a parlé tout à l'heure à la pause, mais en fait, quand quelqu'un arrive avec une sciatique ou une claudication un peu âgée, etc., même si on dépiste un trouble d'équilibre sagittal, on va pas forcément, nous, dans notre... aller tout de suite vers un geste de correction d'une déformation, en fait, où ça va risque de prendre plus d'étages de fusion, ou alors de faire des gestes antérieurs ou des gestes d'ostéotomie un peu plus... Voilà. Donc, parfois, on sait très bien que ça va pas être parfait en termes de résultats, mais en général, la grande majorité des cas, les résultats cliniques sont pas trop mauvais, et au moins ils sont pas trop mauvais, au moins pendant quelques années, et voilà. Donc on prend le parti de pas être d'emblée, donc parfois on va pas pousser les investigations, on va faire classique. On avait fait à Cochin, comme ça, on avait invité Steph et Chopin pour justement la fameuse équilibre sagittal au départ. Et effectivement, la pathologie, c'était la pathologie rachienne, comme tu as montré. Et il y avait tous les patrons de Cochin, que des rhumatologues. Et on parlait des sciatiques chez les personnes âgées avec des spondylolisthésis. Et alors, Jean-Paul Stève avait montré des montages D2 sacrum avec rééquilibration sagittale. Et Minquès, Amor, avait dit, attendez, on vous confie un malade pour une sciatique par un spondylolisthésis L5S1 et vous nous parlez d'équilibre sagittal et les malades vont parfaitement bien. Et Jean-Paul Step, tu peux l'en parler encore, il a été traumatisé, il n'a plus jamais géré à Cochin. Donc effectivement, ce que je veux dire, c'est que parfois pour des pathologies un petit peu simples, du sujet de 85 ans, de prétendre comme Pierre Roussouli que l'équilibre sagittal va être restauré avec la disparition de la douleur, ça me semble absolument hors propos. Après, Et on retourne sur le malade et non pas la technique. Et ça, je reviens à vous. Oui, tu as raison. Alors moi, je veux dire, ça va peut-être pas te rassurer, mais d'abord, si, parce que regarde, on est deux écoles très différentes et on a quand même une certaine conjonction. Je suis certain que
je reste encore effrayé, j'avoue, quand je reçois à chaque table matière de European Spine Journal, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans un univers. On a envoyé vers le monde l'équipe sagittale et maintenant ils nous le renvoient tous, quoi. Mais globalement, moi je suis enseignant dans le, enfin c'est Peter Forsch, le chef du renseignement dans le module dégénératif à Eurospine. J'ai été étonné par la pondération des mecs, par leur distanciation avec ce type de montage très agressif, et aussi par le retour, c'est ce que tu disais, d'un geste suspendu, même sur une pathologie complexe de multiples spondyloesthésies ou même de déformations scoliotiques dégénératives, sur une mamie qui a une cruralgie. On ne va pas lui faire un D2 sacrum, on va lui traiter le 3 et le 4, même si elle a une scoliose, parce qu'on va bien voir, et qu'on va traiter le symptôme, parce qu'au bout d'un moment, moi, j'avoue que ça existe encore, hein. J'ai failli croire que ça allait se passer aujourd'hui, voir des résultats, juste dire voilà je l'ai opéré, ça c'était les paramètres avant, c'est les paramètres après, je suis content, on lui a redonné tant de leur dose, super, diapo suivant quoi. Good radio, good result. Ça m'avait marqué quand j'avais au cours de Roussouli. Et c'est pas ça la vie, hein. On traite des gens qui ont des cruralgies, hein, pas des gens qui ont des problèmes de pente sacrée. Donc peut-être qu'on est, on est dans le moment agréable et vous allez être chirurgien au moment agréable ou après la folie de n'importe quoi où il y avait les neurochirurgiens qui voulaient pas mettre de vis, les orthos qui voulaient traiter tout avec des angles. On est peut-être enfin avec le balancier qui est en train de se recentrer avec des gens intelligents. Et puis la SFCR a sans doute joué un rôle aussi à mélanger les cultures, hein, même s'il reste encore quelques ayatollahs d'un part et d'autre. Merci. Ouais. Moi, j'essaye d'avoir une notion de l'équilibre sagittal quand même, mais je suis très modéré sur l'équilibre sagittal, sur l'idée qu'il faut restaurer un équilibre parfait. Je pense que c'est pas bon pour tout le monde d'avoir un équilibre parfait. Plus on vieillit, mieux on est avec un équilibre imparfait, qu'on puisse regarder un peu par terre pour savoir où on met les pieds. Mais je pense que l'évolution aussi, une des grandes nouveautés, si on veut, c'est le vieillissement. Et que ça, on n'a pas encore à vraiment aborder la problématique du vieillissement, qui est vraiment pas qu'un problème. Il y a le problème de la qualité de l'os, il y a le problème de la qualité cognitive, il y a le problème de l'état neurologique. Et je pense que tout ça, c'est des paramètres qui vont rentrer en jeu dans les années qui viennent, parce qu'on a une population de plus de 80 ans qui est énormissime. Enfin, nous, on en voit de plus en plus. Moi, dans ma consultation, j'en ai de plus en plus. Qu'ils arrivent avec des pathologies dégénératives, mais qui s'associent à des problèmes de statique. Et que là, on se retrouve dans une zone floue, extrêmement floue, pour savoir quel est le meilleur traitement pour ces patients. Et que le matériel qu'on a et les raisonnements qu'on a ont été développés à partir de la déformation de la scoliose idiopathique. Et ce n'est pas du tout adapté. Donc là, il y a une zone et c'est pour ça que ça m'intéresse, la décompression sans fixation. Et c'était la question que j'allais poser. Est-ce que tout le monde fixe dans la salle tous les spondylodégénératifs ? Qui fixe systématiquement un spondylolisthésis dégénératif ? Nous, on les fixe systématiquement, mais parfois, ce qui nous arrive, on dévie un tout petit peu de nos règles. Non, mais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le cas que je vous avez montré, le deuxième, il y avait un spondylo 4-5 à déplacement assez significatif. Par contre, il y avait une ébauche au-dessus de 3-4, on n'a pas fixé au-dessus, tu vois. Parfois, ça peut arriver qu'il y en a un des deux ou... Ouais, voilà. Mais c'est vrai que les papiers, là, comme l'a montré Bertrand, nous font réfléchir. Et même quand on discute avec nous, on est associé avec des neurochirurgiens qui, avant, ne fusionnaient pas des spondylos. Et finalement, ils nous disent, mais tu sais, c'était pas la catastrophe non plus. On en reprenait très peu. Bon, c'était une autre époque, mais ils avaient des bons résultats avec des fusions. Donc, je crois qu'en effet, c'est vrai. Faut se méfier aussi. C'est vrai qu'on a connu, nous, cette ancienne génération des neurochirurgiens. Les mecs qui ont 75 ans en 2021, c'est pas les gens qui ont 75 ans dans les années 80-90. Moi, je viens de Toulouse, et les gens de 60, enfin, il y a les mêmes à Paris, hein, les à 75 ans, ils veulent se balader dans les Pyrénées, sans aller faire du raft, ils vont danser, ils ont des rapports sexuels, ils veulent pas gagner les petits enfants parce qu'ils ont envie de se barrer, faire un groupe de marche. Ils ont des demandes qui sont importantes, mais peut-être que certaines ont une ménopause qui a été traitée. Il n'en reste pas moins qu'ils ont quand même des os de 75 ans, même en 2021. Et tu as raison. Une petite question pour Bertrand et Cyril, s'il vous plaît. Finalement, Bertrand, quand est-ce que tu fixes ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas faire, par exemple, des dynamiques et tu vas dire, OK, ça bouge, je fixe. Et quand ils sont très lombalgiques, avec les troubles, avec les radiculalgies, est-ce que ça t'aide un peu plus à fixer ? Et pour Cyril, c'était juste
le montage suspendu où tu vas fixer que le spondylo et tu auras décomprimé en haut. Ça, c'est peut-être dogmatique, j'en sais rien, mais on nous a aussi appris à peut-être pas laisser une décompression seule parce qu'il y a beaucoup plus de risques de fixer. Moi, du coup, j'ai trouvé un artifice, c'est que je fais un montage hybride postérieur avec une tige dynamique. Ça vaut ce que ça vaut. Et des fois aussi, dans certaines scolioses, on se dit on n'a pas envie de toucher à tout ça. Tu fais un petit bed-in ou un petit montage dynamique ou un spondylodégénératif. Tu mets un petit dynamique, tu fixes pas trop. Je trouve... mais bon, c'est que ma position. Mon rêve, c'est d'utiliser des tiges en pic ou des tiges un peu dynamiques, ça peut être intéressant. Il y a une espèce de piston en fait dans la tige. Pour le bed-in, oui, bien sûr. Après, la décompression, il y avait un papier dont j'ai oublié le nom il y a quelques années sur l'amélioration de l'ombalgie après sténose lombaire en fait. Et même avec juste une décompression. Mais cela dit, moi, je te l'ai dit, quand c'est un bas grade, moi je fais toujours un télérachis et des dynamiques avant. Si ça bouge, si c'est un haut grade, je fixe. Mais je mets 4 vis, tu vois, je mets plus de tige. Sinon, si c'est un bas grade, si ça bouge pas, je fais une décompression pure. Et nous, la décompression pure ne déstabilise pas théoriquement. Avec ce type de technique, comme je vous ai montré, si on ne fait pas d'arthrectomie complète, si on respecte les isthmes, voilà, un canal étroit sans spondylo, tu réfléchis même pas à le fixer. En fait, nous, grosso modo, on fait à peu près la même technique de libération, qu'il y ait un spondylo ou pas, et après, on fixe si c'est... Voilà, mais donc si tu respectes si tu enlèves moins d'un tiers de l'isthme, que tu fais une arthrectomie partielle, machin, voilà, donc tu déstabilises pas. Donc libérer ne veut pas dire fusionner. Fusionner ne veut pas dire forcément une cage, etc. Donc c'est... Voilà. Mais donc nous, comme on disait, nos maîtres de Burge, Cauchouet disait faut libérer, faut pas faire moins que la clinique, mais pas plus que l'imagerie. Tu vois, tu réfléchiras à cette phrase. Pas plus que, voilà, pas moins que la clinique. Hein. Si un monsieur a une sciatique L5, il est libéré de L2 sacrum, bon, tu vas au minimum lui voir le nerf L5, ça c'est évident. Mais après, il a juste un spondylo 3-4, mais il est sténosé partout. Tu vas juste il faut pas aller fixer tous les étages. Peut-être à l'équipe quand même. Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est important, c'est l'incidence. C'est pour ça que ça m'intéresse quand même d'avoir un EOS ou un télérachis. C'est que un spondylo sur une grande incidence, un spondylo sur une petite incidence, je pense que ça n'a pas tout à fait quand même. Alors, je ne sais pas si c'est prouvé ou pas, mais j'aurais plus tendance à fixer celui qui est sur une grande incidence parce que ça va mal finir. Oui, dans les lithiques, c'est sûr. Dans les dégénératifs aussi. Dans les dégénératifs aussi, oui. C'est des spondylos souvent beaucoup plus ouverts, oui. avec un espèce de pincement postérieur et le disque un peu ouvert, de ceux à grande incidence. Et justement, là, il faut se méfier de la spondylo multi-étagé sur les grandes incidences. Donc c'est là on a des problèmes. On n'a jamais trop bien solutionné le truc d'ailleurs. Mais sur ces spondylos avec les grandes incidences qui sont souvent plus ouverts, il faut se méfier de la fausse, de se dire tiens, je vais mettre une cage comme ça, parce qu'en général là, on les fixe en si fausse qu'ils n'étaient avant. Il vaut mieux pas toucher du tout au disque et les fixer en extension, quoi. Enfin, je veux dire, et là, on a moins de problèmes que si on met une cage et on risque de distracter postérieur. Et très souvent, ils se réduisent en syphose, d'ailleurs. Et est-ce que aussi, c'est pas deux populations différentes souvent, c'est finalement, il y a des gens qui font des spondylos assez jeunes. Alors, jeunes, ça veut tout dire et rien dire, mais à peut-être 50, 60 ans, parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre sagittal, des grandes incidences. Et là, on va se poser la question de l'équilibre sagittal, d'une fixation plus longue, d'une correction. Et contrairement au patient qui a peut-être 75-80, qui a son spondylo mais un peu ankylosé, avec un disque tout plat, qui n'est pas mobile sur les dynamiques, et où là finalement, effectivement, moi non plus, je ne ferai pas des hausses, mais où je vais me dire libération simple même parfois, ou fixation. Mais effectivement, c'est vraiment identifier la population qui est à risque de faire des ennuis, la grande incidence, l'âge, l'instabilité. Mais décomprimer un spondylo qui bouge pas trop sur des dynamiques avec un disque tout pincé, je pense que décompression seule, ça passera nickel. Et ce qui est dur, c'est la personne d'une quarantaine d'années qui a un spondylo avec une grande incidence. Voilà, et qu'est-ce qu'on va lui proposer si on veut faire un truc? Parce que le problème, c'est que là, en plus, nous, on est en libéral, donc on est exposé aux procédures, etc. Peut-être que les gens universitaires ont moins ces problématiques. Mais si on va d'emblée dire alors là je vais faire je sais pas des Smiths en 3-4-4, 5-5, 1 temps antérieur machin pour un spondylo 4-5,
Et si jamais on a une paralysie L4 sur une ostéotomie et qu'on passe en expertise derrière, on va vous dire, attendez, parce que les experts, ils connaissent pas forcément les grandes incidences et le risque théorique que si on n'avait pas fait machin. Donc c'est aussi compliqué de première intention de proposer un geste chirurgical invasif sur une pathologie qui, classiquement, ne nécessite qu'une arthrose à un niveau. Donc voilà, mais peut-être que ça serait une bonne attitude, mais en pratique courante, c'est difficile à vendre. Hein. Globalement, c'est un sujet extrêmement intéressant. On commence à bifurquer, et Étienne est parti, mais pour le libéral, on l'a vu tout à l'heure, on a entendu les deux assureurs, la sinistralité elle est supérieure à 1, la prime d'assurance elle commence à dépasser 25 000 € par an pour ça. Hein. Nous, on avait fait un sondage l'année dernière chez les neurochirurgiens libéraux, je l'avais publié. Il y a quand même un tiers des gars qui commencent à avoir une attitude défensive, sans aller jusqu'aux États-Unis et tout ça. Mais c'est-à-dire que ne plus opérer des gens à risque, ne plus opérer des gilets jaunes ou des receveurs des postes ou des professeurs des écoles, tu vois, et ne plus faire d'intervention à risque. Moi, j'ai un collègue qui est dans une région de la France dont je tairai le nom, un peu au centre, qui est un des derniers neurochirurgiens à savoir faire des hernies discales thoraciques tout seul. Il ne peut plus les faire dans sa clinique, il les envoie à l'hôpital où il n'y a que des jeunes, alors que personne ne sait très bien le faire comme lui, mais parce qu'il est moins bien assuré que les autres. Et la chirurgie du rachis étant ce qu'elle est, c'est-à-dire à elle toute seule, prenant quasiment l'essentiel des plaintes des autres chirurgies, en tout cas, et puis avec des primes extrêmement lourdes et des remboursements très chers, on ne peut pas imaginer qu'il ne va pas y avoir des attitudes défensives. Ça veut dire que les chirurgiens, ils vont choisir non pas ce qu'il faut pour le patient, mais ce qu'il faut pour se protéger eux, et c'est déjà le cas. Ça, c'est clair. Et nous, ça nous est arrivé, moi perso, ça m'est arrivé. Le problème aussi, c'est quand on fait des opérations de sauvetage, entre guillemets, des gens multi-opérés avant par d'autres chirurgiens, qu'on se retrouve à devoir fusionner des pseudo-arthroses avec des vis cassées, etc., qu'on obtient un résultat, bon, voilà ce qu'il est, mais correct, sans complications, sans rien, tout se passe bien. Moi, ça m'est arrivé 4 fois. 4 fois procédure contre le premier chirurgien. Et du coup, on est mis dans la boucle, toujours, parce qu'on est le dernier à l'avoir opéré. Ça, faut dire non, hein. Et donc, et malheureusement, c'est difficile de refuser à un patient où on sait qu'on pourrait lui apporter quelque chose, mais juste pour se protéger nous. Donc moi, je continue à le faire quand même, mais bientôt, ça se trouve, on va dire, ah non, c'est bon, je touche plus aux gens déjà opérés par quelqu'un d'autre. Et ça va peut-être tendre vers ça, hein, parce que toi, tu connais bien les procédures, et chirurgien, même s'il n'y a rien eu contre nous. Il y a des tas d'exemples. Hein. Au CAD, à Bordeaux, ils ont montré leur série de chirurgie de la déformation. Ils ont 50% de complications, enfin pas de complications majeures, mais ça va de la petite merde de la cicatrice jusqu'à la vraie grosse problème. Ils sont 50%, c'est quand même une chirurgie, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est une chirurgie à haut risque. Ils lèvent le pied sur plein de choses. Sébastien Charowski à Toulouse qui avait publié le troisième papier le plus téléchargé des chirurgiens français en 10 ans, c'est le papier sur les complications de la déformation de Sébastien dans European Spine Journal il y a quelques années. Il a complètement changé sa façon, beaucoup moins agressif. C'est une modification, peut-être suivant la littérature, mais aussi peut-être avec un côté défensif. On est en train de vivre ça, c'est pas inintéressant. Ben non, c'est bien le problème. Nous, on n'a pas du tout cette impression vis-à-vis des malades, et l'avantage de nos structures, c'est qu'on peut raisonner complètement en dehors de ce cadre-là. Il y a probablement une attitude défensive dans certaines circonstances, mais il y a aussi simplement le fait que ça fait de nombreuses années qu'on nous montre tous ces dossiers de grosses déformations opérées, et qu'on nous montre toutes les complications auxquelles ça peut, et enfin le taux de révision, le taux de complications, etc. Et qu'on ne nous a pas prouvé que c'était finalement complètement révolutionnaire et vachement mieux que ce qu'on Nous saurions mieux dire. Voilà. Et donc simplement de se dire, bon, on ne sait pas, mais si on ne sait pas, faisons ce qu'il y a de moins agressif et puis on verra bien. Et ça, c'est pas défensif de dire ça, tu vois, Bertrand. Non, bien sûr. Et donc, du coup, nous, on se retrouve dans notre établissement à avoir des attitudes dans les indications qui sont certainement très similaires des vôtres, mais pas pour des raisons défensives, pour des raisons de prudence, mais on ne sait pas mieux que les autres. Hein. Mais ce que Thibaut a dit ce matin dans son topo de complications, c'était ça. Parce que nous, on est revenu aussi en arrière, parce qu'on faisait beaucoup d'ostéotomie transpédiculaire, et finalement, on a trouvé des artifices pour éviter ce genre, parce que c'est chirurgie de plus de 50% de complications. Et tu vois, on fait les temps antérieurs premiers, finalement, ça corrige pas mal, on fait des gestes plus simples derrière, etc. C'est pas seulement, en effet, par peur de la procédure, mais c'est aussi pour le patient, quoi, parce que quand même, ils se prennent moins de... C'est moins compliqué.
Parce qu'en plus, comme tu l'as dit, tous les exemples qu'on a vus, tu vois, tout à l'heure on parlait, est-ce qu'on s'intéresse à l'équipe sagittale, ça, mais même quand on s'y intéresse de façon stricte, quand on respecte toutes les règles qu'on doit avoir et qu'on a une radio parfaite sur le plan théorique, tu as vu, on a quand même des syndromes de jonction, on a quand même des merdes, quoi. Des tiges qui se cassent, des machins, donc faut toujours rester un peu raisonnable, quoi.